Merci pour votre présence, désolé pour ce retard. Et nous ne sommes pas responsables des odeurs de cuisine. Voilà, mais peut-être ça éveillera d'autres appétits que ceux du cinéma pour profiter d'un moment entre la fin de cette présentation de Fuller par Jean Narboni et puis le début de la séance à la Cinémathèque qui sera à 21h. Présentation d'un film de Narrouzé dans le cadre du premier cycle, du cycle de rentrée de la Cinémathèque, les films qu'il faut avoir vus. Rappelle-nous le titre du film, mon cher Franck. Une femme dans la tourmente, qui est sorti sous le titre Tourment, il y a 1 an et demi. Très bien. Bon, merci Jean Narboni d'avoir fait le déplacement pour ces 2 moments en la compagnie des amateurs, des amoureux de cinéma de cette ville. Merci donc à nouveau de préférer cette salle presque obscure aux terrasses des cafés. Vous savez que c'est notre principal concurrent, hein, la terrasse des cafés, c'est terrible aujourd'hui. Jean Narboni, nous avons accueilli assez régulièrement à votre place, à la place de ce soir, votre frère d'armes, Jean-Louis Comolli, avec qui vous avez passé une partie de votre jeunesse dans les ciné-clubs en Algérie, et puis avec qui vous avez repris la direction des Cahiers du cinéma. Voilà, je voudrais aussi dire que vous vous êtes occupé d'édition longtemps. D'abord, pour les Cahiers du cinéma, d'abord, cette belle collection chez Gallimard, dont il reste certains livres, notamment celui de Roland Barthes, hein, qui est peut-être le grand succès, La Chambre claire de cette... éventuellement, peut-être vous nous en direz 2 mots de la chambre, comment vous est arrivée cette chambre claire. Vous n'avez jamais cessé d'enseigner, vous avez enseigné c'est à Vincennes, c'est à Vincennes, oui. Voilà. Et puis vous avez enseigné à la FEMIS, enfin à l'IDEC d'abord, j'imagine, et puis jamais à l'IDEC. D'accord. D'accord. Avant de donner des cours à la FEMIS, et puis de continuer un travail de critique et puis d'écrivain du cinéma. Un livre sur Narrouzé au Cahier du cinéma. On ne va pas revenir sur la question de la disponibilité de ce livre. En tout cas, nous l'avons. Il est en présentation à l'entrée de cette salle. Et récemment, chez Capricci, cet ouvrage sur Samuel Fuller, qui, ce cinéaste complexe, compliqué, mais au bout du compte, peut-être sa grande vertu, c'est peut-être trop de simplicité. Vous allez donc nous exposer en quelques extraits commentés cette passion pour Fuller, passion que vous avez à un moment donné travaillé aussi par une série d'entretiens. Voilà, et un livre. Je vais peut-être vous donner ce micro, et vous allez peut-être nous dire, avant qu'on lance les extraits, ce qui vous a conduit en général à Samuel Fuller. Bien, merci de m'accueillir. Parlez très près du micro. Merci d'être là. Voilà, j'ai choisi 5 extraits. Je vais d'abord parler un peu de Samuel Fuller avant. J'ai choisi 5 extraits représentatifs de la manière de Fuller, celle qui est la plus connue d'ailleurs, et aussi une face sur laquelle j'ai insisté dans mon livre, qui est un Fuller non seulement inconnu, enfin peu connu, mais en tout cas peu noté, et même quelquefois, à contrario de l'image qui a longtemps duré, qui s'est créée, puis a longtemps duré sur Sam Fuller. Donc c'est non seulement un très grand cinéaste, également un romancier, un journaliste, si on parlerait, mais un personnage extraordinaire et qui a une biographie unique dans l'histoire du cinéma, qui d'ailleurs n'est absolument pas suffisante à le rendre génial. On peut très bien être un génie en restant dans sa chambre, alors que Fuller, lui, a fait la Deuxième Guerre mondiale à peu près totalement. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord été, dans les années 30, un très jeune reporter. Son idéal a toujours été de fonder un journal. Donc il a été un très jeune reporter, un copy boy d'ailleurs,
d'abord, celui qui transporte les plis pour les gens qui passent d'un étage à l'autre dans des journaux américains, qui ensuite a été le premier plus jeune reporter criminel à New York, et ensuite parcourant les États-Unis, qui a été scénariste fantôme, ghostwriter dans les années 30, tellement il était apprécié du point de vue de sa littérature policière. Et ensuite, la guerre est survenue. Alors ce monsieur, excusez du peu, s'est engagé dans l'armée américaine, alors qu'il était un tout petit peu plus âgé que la moyenne de ceux qui ont fait la guerre. Il est né en 12 ou en 11, enfin, il y a une controverse sur sa date de naissance, entre 12 et 11. Et il a à peu près tout fait. C'est-à-dire que d'abord, il a débarqué en Algérie, le 8 novembre 1942, ce qu'on appelle l'opération Torche, qui a cassé les reins, disons, à l'Axe. Les Allemands étaient en Tunisie. Donc, débarquement en Algérie, puis ensuite la campagne d'Italie, retour en Angleterre, débarquement. C'est quoi? Il y a un signe d'alarme déjà? Oui, oui. C'est le fantôme de Fuller. Bon. Puis, voilà, donc l'Angleterre, débarquement le 6 juin à l'aube en Normandie, où sa compagnie, qui s'appelle The Big Red One, qui est la première division d'infanterie extrêmement célèbre aux États-Unis, a perdu la moitié de son effectif en l'espace de 3/4 d'heure, disons. Fuller a survécu, puis la France, et au lieu de s'arrêter là, il a continué, donc la Tchécoslovaquie, en Tchécoslovaquie, puis l'Allemagne à la fin, mais dans son parcours, ils sont tombés complètement par hasard la veille de la capitulation allemande, c'est-à-dire le 8 mai 1945. On leur a dit, il se passe des choses bizarres là-bas en Tchécoslovaquie. Ils sont arrivés et c'était un camp de concentration. Pas un camp d'extermination, mais un camp de concentration, où il y avait tout de même des cadavres partout, avec des prisonniers, des déportés. Il n'y avait pas de chambre à gaz, mais enfin, donc, il y avait des cadavres étaient partout. Et Fuller avait reçu de sa mère, il n'avait jamais fait de cinéma, il avait reçu de sa mère une petite caméra. Et il a eu l'idée de filmer, donc le film existe, le camp de concentration s'appelait Falkenau, le film s'appelle Falkenau, mais c'était un film bizarre. Donc il a filmé le camp. Et là, son capitaine, le capitaine Richmond et lui ont eu une idée, c'est-à-dire, ils sont allés voir les villageois et les notables voisins qui avaient dit « on est au courant de rien, non, ah bon, il se passait des choses, on ne savait pas ». Et donc, ils les ont obligés à défiler, les notables et les habitants de ce village, devant les cadavres, de les aligner, de les mettre en ordre, de les habiller, de les enterrer en les menaçant de les abattre immédiatement si un d'entre eux osait profaner en le touchant le corps de l'autre. Donc, il fallait vraiment qu'il régnait une tension extraordinaire. Et Fuller, qui n'avait jamais fait de cinéma, a filmé cette chose. Et en plus, il a eu une intuition déjà de pré-cinéaste, c'est-à-dire qu'il avait anticipé, c'était très intuitif, il n'avait jamais réfléchi à ça, anticipant le négationnisme. Il s'était dit, confusément, si je monte 2 plans, on me dira c'est pas vrai, puisque 2 plans montés l'un sur l'autre, on peut tricher. Donc il a fait des panoramiques qui partaient du camp et qui arrivaient au village pour montrer la proximité. Donc c'est déjà une idée de cinéaste avant même de commencer le cinéma. Il revient, il est démobilisé, il continue à faire quelques scénarios sous un nom d'emprunt pour quelques cinéastes qui ont donné parfois des films très médiocres, absolument nuls, d'autres moyens. Un pour Fritz Lang qui ne s'est pas fait parce que Fritz Lang s'est disputé avec la production. Et puis Otto Preminger en particulier. Otto Preminger, lui, dans ses mémoires, raconte qu'il a travaillé avec Fuller. Donc Fuller a pu dire que oui, sinon il ne donnait pas les noms des films dont il était le ghostwriter. Et puis en ayant assez, il décide de faire un film. En 1949, commence sa carrière. Il fait un certain nombre de films qui sont tous passionnants. Et c'est à partir de ça que j'ai monté ces extraits. Donc c'est un cinéaste qui appartient à la génération de ceux qui ont commencé à faire du cinéma après la Deuxième Guerre mondiale, et comme Richard Brooks, Nicolas Ray, Robert Aldrich, etc. Alors il s'est passé quelque chose de très étrange avec Fuller, c'est que les autres ont pu être soit immédiatement appréciés dans leur pays, soit très vite sous-estimés.
Mais Fuller, c'est beaucoup plus que ça. Il a été calomnié, honni, vilipendé, etc. etc. Par exemple, Nicolas Ray est quelqu'un qui a été extrêmement sous-estimé dans son pays. Il a fallu que Truffaut, Godard, les cahiers du cinéma imposent Nicolas Ray pour que Johnny Guitar soit considéré comme un chef-d'œuvre. Alors qu'aux États-Unis, les gens étaient pliés de rire quand on parlait de Johnny Guitar. Bon, maintenant, c'est devenu un classique. Ça, c'était possible pour certains cinéastes. Fuller, c'était beaucoup plus que ça. Il a été calomnié. Comme il a fait des films anticommunistes, il disait qu'il était anticommuniste, anti-stalinien. Je suis un démocrate jeffersonien à tendance anarchiste. Donc, il s'est toujours déclaré anticommuniste. À partir de là, et de la France, parce qu'il n'y a qu'en France que ce genre de choses se faisait, il a été traité de fasciste. Donc, si on n'était pas anticommuniste ou pas communiste, on pouvait être que fasciste. Donc, fasciste, alors qu'il avait fait la Deuxième Guerre mondiale, il avait failli perdre la vie 10 fois, belliciste, apologiste de la violence, baroudeur macho, enfin à peu près ce qu'il y a de pire. Et donc il a mis longtemps à se débarrasser de cette image. Il était tellement apprécié par la Nouvelle Vague qu'au cours d'un de ses passages, ça tout le monde le sait, en 1965, il joue dans Pierrot le Fou de Godard au début, où Godard le convie, excusez du peu, à donner sa définition du cinéma. Donc l'estime dans laquelle le tenaient les gens de la Nouvelle Vague était très grande, considérant comme un très grand cinéaste. Donc un certain nombre de ses films sont très connus, Choc Corridor, le Jugement des Flèches, La Maison de Bambou, Forcy Gunch, J'ai vécu l'enfer de Corée, Fixed Bayonet, son premier. Pour vous montrer l'originalité du monsieur, quand on le propose de faire un premier film, il propose d'abord quelque chose qui n'est pas accepté, mais son premier film, c'est Jesse James, alors un producteur très courageux, indépendant, qui voulait lui produire un film. Il dit « Ah, Jesse James, c'est extraordinaire, oui, c'est une légende, ça marche, il y aura des chevaux, il y aura des bagarres, des attaques de bombes. » Et Fuller dit « Non, il ne m'intéresse pas du tout, Jesse James, c'est une crapule, c'était un débile mental. Ce qui m'intéresse, c'est celui qui a tué Jesse James. » Bob Ford. Et son premier film s'appelle I Shot Jesse James. Donc il filme l'assassin de Jesse James, qui est donc un ami, qui faisait partie de sa bande, qui l'a tiré dans le dos. Et à partir de là, il fait un film qui a été extrêmement apprécié tout de suite. Donc voilà. Ensuite, pour aller très vite, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il s'est passé quelque chose de très pénible. C'est qu'après un trou... à la fin des années 60, après The Naked Kiss, je vais vous montrer ici un extrait, il se trouve qu'il a fait un film d'après une nouvelle de Romain Gary, qui s'appelle Wild Dog, je ne sais pas qui l'a vu, Dressé pour tuer. Romain Gary avait écrit, qui était à l'époque, qui vivait avec Gene Seberg, qui était très engagé dans les mouvements radicaux, avec les luttes pour les droits civiques, la lutte contre la ségrégation et même parfois des liaisons avec les Black Panthers, etc. Il avait recueilli un chien dont ils sont aperçus au fur et à mesure qu'il était agressif d'abord, et puis ensuite qu'il était dressé pour sauter sur des noirs. Et donc, effectivement, il avait un propriétaire qui était un dresseur raciste qui l'avait dressé pour attaquer uniquement les noirs. Et Romain Gary a écrit une nouvelle, un petit roman qui existe, on trouve facilement, et Fuller fait le film. Au moment du tournage du film, une rumeur a commencé à se répandre, selon quoi est-ce que ce film ne risquait pas d'être dangereux, de donner des idées aux racistes qui pourraient être incités à le faire, est-ce qu'il n'est pas risqué de montrer ceci, et puis Fuller, est-ce qu'il ne serait pas un peu raciste, etc., alors qu'il a fait des films absolument antiracistes positivement sur les Japonais américains, dans Choc Corridor, sur le Ku Klux Klan, etc. Les distributeurs ont refusé, ont eu peur, ne l'ont pas diffusé. Fuller est venu en France en 81, en 82, pensant faire un seul film, il y est resté 15 ans. Il a fait 2 films, l'un ici au Portugal, qui ne sont pas ses meilleurs, disons-nous, pour être charitables. Et il est rentré aux États-Unis en 93-94 et il est mort. Donc voilà un peu le parcours de ce monsieur. Il se trouve que je l'ai rencontré
mais que j'ai été conduit avec Noël Simsolo, qui est un critique de cinéma, écrivain, à faire un livre d'entretien avec lui. Donc ça fait déjà 30 ans. En 85, 86, on a fait un livre qui s'appelle « Il était une fois Samuel Fuller », un gros livre d'entretien sur toute sa vie, qui a été publié au Cahier du cinéma, qu'on doit encore trouver, puisque je l'ai vu dans votre librairie. Donc voilà, pour moi, c'est tout de même quelque chose qui est assez persévérant, disons, ma relation à Fuller. Voilà. Alors, j'ai voulu vous montrer des extraits. On va commencer par un de ces films tardifs qui s'appelle Naked Key. The Naked Key, c'est un film extraordinaire, saisissant. Quelqu'un a vu The Naked Key ici? Vous l'avez vu? Oui. C'est rare. Traduit très intelligemment par Police Spéciale, alors qu'il y a très peu de police et absolument rien de spécial. Donc, c'est un film qu'il a fait en 66, je crois, sauf à me tromper, qui n'a pas très bien marché, mais qui est extraordinaire. Cela dit, ce film est resté dans les mémoires de tous ceux qui l'ont vu, et parfois même de ceux qui ne l'ont pas vu, quand on leur a raconté, à cause de sa séquence d'ouverture. Fuller est quelqu'un qui attrape immédiatement le spectateur par des ouvertures fulgurantes, mais on verra pas toutes les mêmes, pas toujours de la même façon. En tout cas, celle-là, c'est celle où réellement quelque chose se passe. C'est une séquence dont à peu près tout le monde a entendu parler, qu'on ait vu ou qu'on n'ait pas vu ce film. Donc voilà, The Naked Kiss, premier extrait. Kelly, please. I'm drunk, Kelly, please. Run. $800. You parasite. I'm taking only what's coming to me. 50, 60, 70, 75. I'm not rolling you, you drunken leech. I'm taking only the $75 that's coming to me.
Bien, voilà, la quintessence fullérienne d'un des aspects de Fuller à l'état pur. J'ai laissé j'ai défilé le générique. Bon, on la voit se remaquiller, se remettre la perruque, donc son Mac l'a rasée pour la punir. Hein. Et simplement parce que je voulais vous montrer le moment où elle enlève sa photo de la panoplie du souteneur. Là. Donc voilà, le film est entièrement centré sur une prostituée, hein, qui est le personnage positif du film, qui va ensuite aller dans une petite ville et il se passera des choses absolument étonnantes du point de vue de la fiction. Mais cette attaque, hein, Fuller est un grand cinéaste de l'attaque, du début, des commencements, est quelque chose d'assez saisissant. Donc cette histoire de prostituée qui s'émancipe. Le plan d'après, elle arrive dans une petite ville et c'est le 4 juillet de je ne sais plus quelle année, la date de l'indépendance américaine, parce que Fuller avait beaucoup fréquenté quand il était journaliste à New York des prostituées et il s'était lié à beaucoup d'entre elles. En particulier, il avait été frappé parce il décrit le film comme une femme qui prend son indépendance à tous égards. Et donc, il se souvenait d'une prostituée qui, n'en pouvant plus, s'était suicidée un jour, le jour de l'indépendance, en laissant un mot, en disant voilà, aujourd'hui, je prends mon indépendance. Et ça avait beaucoup frappé Fuller, donc une sorte d'hommage rendu dans cette scène. Alors ça, c'est l'aspect de Fuller le plus connu. Voilà, cinéaste violent et apologie de la violence, qui n'est pas du tout. C'est absolument pas un cinéaste. La violence chez lui est fonctionnelle. Elle a un but. Et puis quand le but est atteint, c'est terminé. Il n'y a aucune complaisance sadique. Elle n'est jamais exaltée pour elle-même. Tous les épisodes de violence chez Fuller sont des épisodes qui ont un début, une fin. Il y a quelque chose qui vous oblige à faire cela, on l'obtient. Ici, voilà, elle se débarrasse de ça, elle s'émancipe, elle reprend l'argent, la somme exacte qu'il lui doit et pas du tout tout l'argent qu'il a dans son portefeuille. Et puis, elle remet sa perruque parce qu'il l'avait rasée pour la punir. Et il est bien évident aussi que Fuller, ayant fait la Deuxième Guerre mondiale, jette un regard du côté des femmes tondues à la libération. Mais tout ça est évidemment très implicite. Donc chez lui, aucune complaisance dans la violence. Et disons, sans vouloir dire du mal de ce monsieur, mais c'est très loin de Sam Peckinpah ou d'autres cinéastes chez lesquels, à un moment, la violence est exaltée presque pour elle-même, quoi, un peu avec jubilation, parfois des aspects sadiques et quelquefois des aspects complaisants. C'est absolument pas le cas chez Fuller. Deuxième extrait, nous échangerons quelque chose après la totalité des extraits. Hein. Donc, deuxième extrait, c'est un film de Fuller récemment célèbre qui s'appelle Pick Up on South Street, qui date de 1953, là, qui est très antérieur à celui-là, et qui a été traduit aussi sans le moindre rapport, Le port de la drogue. Mais alors là, c'est une très très longue histoire, parce que comme c'est un film où il y a des espions communistes, enfin, c'est pas ce qui intéresse du tout Fuller dans le film. Mais tout de même, à un moment, il y a des histoires de microfilms qu'on doit remettre à un chef communiste. Les distributeurs en France, ayant très peur également des réactions des communistes, puisque le Parti communiste faisait 25% des voix dans les années 50, ont d'abord mis du temps à le sortir, et ensuite n'ont pas trouvé mieux que de transformer ça en une histoire de drogue. Comme il y a des questions de microfilms, ça devient maintenant un objet qui est volé et qui est la formule d'une nouvelle drogue, etc. D'où le port de la drogue. On m'a dit que même le film était sorti à Paris plusieurs années plus tard, en deux versions. La version originale, Pick Up on South Street, qui est très exacte par rapport à ce qui se passe, est sortie dans les beaux quartiers à Paris, genre 7e, 8e, 16e, et que dans les quartiers populaires, donc où on soupçonnait qu'il y avait un électorat communiste, c'est sorti sous le titre Le port de la drogue. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas pu vérifier, peut-être Franck Lafont pourrait, puisque c'est un érudit sur ces questions. Pardon ? Ah non, je croyais que vous vouliez confirmer ou infirmer. Bon, donc là, on a également une ouverture foudroyante, mais absolument sur un principe
très 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 différent de The Naked Kiss et qui est une merveille d'intelligence sur ce qui se passe. C'est une scène de métro dont Fuller était très fier, qu'il a analysé 20 fois dans des émissions de cinéma d'André Labarthe. Quand j'étais à la FEMIS, je l'ai fait venir, il l'a analysé également, et qui est aux antipodes, qui est la scène de départ, aux antipodes de celle que nous venons de voir, qui est une scène très en douceur, entièrement sur des échanges de regards, très énigmatique, et dont un très grand critique américain qui s'appelle Manny Farber, qui est mort il y a quelques années, avait osé dire qu'elle était supérieure aux scènes du film de Bresson qui s'appelle Pickpocket et qui allait être tournée 3 ou 4 ans plus tard. Bon, je ne dirais pas jusque-là, mais enfin, tout de même, c'est assez révélateur comme point de vue sur ce film. Donc, c'est le début de Pick Up on South Street. What happened? I'm not sure yet. Bien. C'est une scène absolument extraordinaire qui est donc aux antipodes de celle qui précède, bien que ce soit également un début très accrocheur, qui est faite donc sur la disjonction entre le savoir et le voir. D'abord, on ne sait pas trop qui regarde qui pendant un moment, on est absolument déstabilisé. Et en fin de compte, il s'agit
de 2 agents du FBI qui savent que cette fille est une fille comme ça, de fille un peu aventurière, pas vraiment prostituée, mais enfin débrouillant, disons, qui transporte sans le savoir un microfilm qu'elle doit remettre à un destinataire. Elle a été chargée de ça par son amant, qui est une espèce de petite fripouille, mais travaillant vaguement pour les communistes. Tout ça ne présente pas grand intérêt idéologiquement pour Fuller. Donc ces 2 agents du FBI la suivent parce qu'ils savent qu'elle transporte un microfilm. Elle l'ignore. Et il se trouve que l'incident arrive. Le pickpocket joué par Richard Widmark arrive. Et lui-même, en ne sachant pas sur quoi il va tomber, lui subtilise son portefeuille. Et ensuite, toute la fiction va naître de ça. C'est-à-dire qu'elle, transportant ça sans le savoir, c'est extrêmement problématique pour les gens qui l'ont envoyé. Donc sa vie est en danger. On se met à la recherche de Richard Widmark, qui lui est un pickpocket qui ne connaît ni le communisme ni l'anticommunisme. Ce qui l'intéresse, c'est la survie, etc. Et puis ces agents du FBI qui naviguent dans cette chose. Donc au début, tout le film est fait là-dessus. Non seulement le spectateur d'abord ne sait rien de ce qui se passe, il le saura dans la 2e scène, quand elle va téléphoner et que tout à coup à son ami, et qu'elle s'aperçoit qu'elle n'a plus l'objet, ça devient catastrophique et la fiction part de là. Mais elle ne sait pas très bien tout au long du film ce qu'elle a transporté. Elle ne s'en rend compte qu'au milieu du film où elle s'aperçoit que là, les enjeux sont quand même très, très dangereux pour elle. Et tout joue autour de ça. Donc les regards, la façon dont c'est multiplié, le montage très virtuose entre ces 2 agents du FBI, Widmark, l'air inexpressif comme ça, et puis elle, et la façon dont Widmark vole son portefeuille. Alors, Fuller ne se contente pas de faire cette chose qui est très, très étrange, enfin, où on ne sait pas très bien ce qu'on voit, on ne sait pas très bien qui regarde qui, quel est l'enjeu, d'autant que c'est muet, et double ça par quelque chose de très extraordinaire, donc, par une dimension sensuelle et presque sexuelle. C'est-à-dire que Gene Peters, qui était magnifique, pour la petite histoire, pendant le tournage, une voiture arrivait, l'a déposée au tournage, et puis quelqu'un attendait dans sa voiture. Et donc au milieu du tournage, Fuller lui dit « Mais bon, si votre fiancé ou votre petite amie veut venir, c'est pas la peine de le laisser attendre comme ça. » Et elle a dit non, il préfère rester là. Et ça, c'était rien de moins que Howard Hughes. Donc, donc dimension sensuelle qui est évidente. C'est-à-dire qu'indépendamment de cette histoire de vol, on a Gene Peters qui est là et qui, visiblement, il y a une série de chants contre chants, là, vous voyez, de plus en plus troublé par Richard Widmark. Et donc, les gestes de Richard Widmark, l'ouverture du sac, il y a des contre-chants sur elle le regarde d'abord, et puis ensuite, la lèvre s'entrouvre, et puis les lèvres, la bouche s'entrouvre, les lèvres deviennent luisantes, elle a l'air un peu comme ça, égarée. C'est très, très, très savant, si on regarde la scène. Plan par plan, on voit la progression chez elle du trouble, et puis la déception quand il sort, et puis cet air un peu curieux qu'elle a sur le plan magnifique à la fin de la séquence, où elle-même ne comprend plus rien, parce que d'une part, elle voit ce type qui visiblement lui plaisait sortir, et puis tout à coup, les 2 agents du FBI qui fondent sur elle avec des regards furieux, et puis elle a l'air complètement de rien comprendre à ce qui se passe, et qui est vraiment le cas. C'est un grand documentariste qui s'appelle Haroun Farroukhi, qui est mort il y a quelques années, et très grand, avait analysé cette séquence assez drôle, où il avait dit que bon, c'était manifeste, c'est-à-dire d'abord elle a un plan neutre, et dès qu'il introduit ses doigts dans la fente du sac, il y a un contre-champ sur elle, où elle ouvre la bouche, elle est un peu, elle a les yeux qui deviennent un peu blancs. C'est vrai tout au long de la séquence, mais c'est beaucoup plus subtil encore que ce que dit Haroun Farroukhi, parce qu'il n'y a pas le chant contre chant, il n'y a pas le geste, la métaphore sexuelle de Fuller, c'est-à-dire le geste avec le sac, et ensuite le plan sur elle, revenant et le plan sur elle, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a toujours un 3e plan. C'est-à-dire que le premier geste
et celui de la main. Et au lieu de passer sur John Peters, c'est d'abord le visage inexpressif de Widmark. Et ensuite, on vient sur elle troublée. Donc, les 4 fois où ça a lieu, où ça devient de plus en plus précis, au lieu d'avoir le montage simple, le geste et elle qui a l'air troublée, on a une médiation, c'est-à-dire le geste, un plan de Richard Widmark qui a l'air de regarder ailleurs, et un plan sur elle de plus en plus troublé, ce qui est tout de même plus fin, disons. Voilà, donc un exemple de Fuller, pas du tout le béotien, le baroudeur à 2 neurones, parce que c'est ça, quoi. C'est un primate, même pas un primitif, un primaire, bas de plafond, etc. Bon. Alors que c'est quelqu'un qui, comme très souvent les autodidactes, était extrêmement cultivé. Et dans ses films, ça, j'ai un chapitre entier, mais j'aurais pu faire 50 pages dessus dans mon livre, on apprend des choses dans des domaines très divers, des éléments de savoir, comme ça, mais au fil du récit, ça n'alourdit rien, ça passe sans jamais engorger le récit, des éléments de savoir sur n'importe quoi, sur l'imprimerie, sur les tribus indiennes, sur quoi que c'est presque à n'en pas croire ses yeux. J'ai moi-même douté à un moment dans un de ces films qui s'appelle Verboten, qui est un film anti-nazi. Un soldat américain dit oui, la croix gammée, quand c'était l'insigne de notre division. Bon, je me suis dit, ça c'est l'imagination délirante de Fuller. Je me suis reporté. Effectivement, la croix gammée était d'abord l'insigne de la 25e division américaine, etc. Elle a été supprimée quand tout à coup les nazis ont commencé à se saisir de la swastika. Donc on apprend des choses innombrables dans un film de Fuller, mais comme ça au fil du récit, quoi, sans que jamais ça n'alourdisse. 3e exemple, alors ça c'est quelque chose aussi. Fuller, le virtuose, les mouvements de caméra extravagants, la folie, le record, etc. Bon. Donc c'est un film de lui qui s'appelle 40 Guns, 40 tueurs, dont le personnage principal est une femme qui dirige de main de maître ou de maîtresse une troupe de 40 cow-boys comme ça qui lui obéissent au doigt et à l'œil dans son domaine. Et il y a un mouvement de caméra, là aussi, bon, qui reste dans l'histoire du cinéma, qui est ahurissant, un seul plan, mais dont on a retenu que l'aspect virtuose, c'est-à-dire le côté record, le plus long travelling de l'histoire du cinéma dans les studios de la Fox, ce qu'il est. Mais ça n'est pas que ça. Donc, j'en parlerai après. Vous allez le voir. Donc, 40 Guns, au milieu des années 50, 40 tueurs. Un seul plan. She even looks good in overalls. Who? Built like a 40-40. I'd like to stay around long enough to clean a rifle. Wes! Chico, let's go! Can you see me a farm dog? Me, I cut my teeth on a gun. They're still milk teeth. Remember what Pa says. They who labor in the earth are the chosen people of God. But I don't want to be a chosen people. I want to be Griff's third gun. If you'd only give me a chance, I wouldn't let you down. A man never knows what he'll do in a showdown. Were you ever scared? All the time. I got your ticket. See that you don't lose it. Read in the paper, been lots of stagecoach accidents. Hold-ups 3 and 4 a week. Desperados killed all the passengers. They never bother women or boys. If you were my size, I'd make you eat that. Excuse me, gentlemen. Which one is Griff Bonnell? What can I do for you? Well, I'm Ned Logan, Mr. Bonnell, the sheriff of Cochise County. Guess you must be Wes, huh? Now, I'm sorry a bunch of drunken rowdies had to be your welcoming party, Mr. Bonnell. Staying in town long? Long enough. That Bracky's a spoiled kid. That pistol whipping ought to sober him up. He's all yours. I don't want him. I just come to thank you for tossing him in jail. Too bad I wasn't around to give old Chisholm a hand, but you see, I had to ride to the border on business. And all your deputies? Well, being sheriff and tax assessor and collector all at the same time, a man needs plenty of help. Common have a way of lying about the herds. Yeah, it gets pretty tough sometimes dodging Apaches when you have to serve writs of attachment on outlying ranches and mines and sawmills. You here on official business? Yes, I guess you do have your hands full at that. Thinking of pounding the hills for a little silver?
Right now, I'm thinking of pounding out a telegram. Oh, well. This is the place right here to do it. Tex will take care of you. Tex, a friend of mine wants to send a message. Seen you make the walk, Mr. Bunnell. Little slower than that stroll you took in Dodge City. Would you send that, please? To Nicholas Bunnell. I was in the cavalry with Captain Nick Bunnell in 47 in Mexico. He got hit in the leg and was invalided home. That was 34 years ago. He's my father. Is the leg any better? It will be when he gets that telegram. Nicholas Bunnell, California. All in good health. Chico leaving Saturday. We'll write after we complete our business here. Signed, Griff and West. Thank you. Well, Miss Bunnell, anything I can do for you, I'll be here. Thank you, Mr. Logan. Bien, vous avez vu, donc on part dans la chambre avec les deux premiers frères, on rattrape le troisième frère, puis le shérif un peu corrompu, il parle pendant un long moment dans la poste, on va le télégramme à son père, et au moment où on croit que c'est fini, ça change complètement de régime, le plan, on a un panoramique droite-gauche, et on voit arriver les Force Guns, c'est-à-dire avec Barbara Sandwick au début, la première, et toute la troupe qui arrive. Alors évidemment, ça aussi, c'est quelque chose qui est cité dans l'histoire du cinéma comme l'exemple absolu de la folie fullerienne de la mise en scène, le déchaînement. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le tour de force technique de ce très long plan. C'est que Fuller, qui est capable de faire des plans montés très courts, hein, comme vous l'avez vu dans l'extrait de Naked Kiss ou de Pick-up, et quelqu'un qui ne met pas tellement le montage. Il adorait les plans longs, soit très visibles, soit parfois beaucoup plus discrets. Il y a des exemples, mais hyper visibles, comme c'est l'exemple ici, comme c'est le cas ici, tout simplement parce que il pense que ces acteurs font et disent des choses intéressantes. Et on oublie aussi, enfin on n'a pas beaucoup insisté sur les qualités très grandes de Fuller comme scénariste. C'est d'abord un journaliste de talent, un romancier, de Pulp Fiction évidemment, il est revendiqué, il y a une contradiction chez lui. Il savait qu'il disait « je fais un cinéma du samedi soir ». Ça s'inscrit dans le feuilleton hollywoodien commercial. Mais en même temps, il tenait à ce que ces films soient écrits, produits, réalisés par lui. Donc il y a un mélange entre l'auteur à l'état pur et l'auteur de Pulp Fiction presque. Et donc il disait, je fais parfois des plans longs, tout simplement parce que je fais dire à mes acteurs des choses intéressantes. Donc j'ai confiance dans mon équipe technique. Donc là il a un opérateur de premier plan. J'ai confiance dans mes acteurs et j'ai confiance dans mes dialogues. Donc, je n'ai pas besoin, tout à coup, de couper. Quand je n'ai pas la nécessité de faire des plans courts, je ne veux pas m'amuser à faire du hachoir optique. Je laisse filer la chose, entre guillemets, puisqu'il contrôle tout de même beaucoup. Mais c'est ça. Donc, je voudrais insister sur cet aspect. Le scénariste et le dialoguiste. Et ici, le directeur d'acteurs. Et ici, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, on finit presque par oublier la virtuosité du plan, à cause de ce que font les acteurs, c'est-à-dire la façon dont ils marchent, la façon dont ils parlent, leur échange de dialogue. Bon, là, en quelques minutes, c'est au tout début du film, hein, c'est pas l'ouverture, mais c'est très, très tôt, on est mis au courant très très vite de la situation de la ville, des rapports de force, du shérif qui est plus ou moins corrompu, de ses trois frères qui arrivent. L'un, ils veulent que l'un des trois ne soit pas gunfighter, mais aille cultiver la terre avec leur père. Leur père a fait ceci avec ce que dit le postier. Puis l'arrivée en trompe de la troupe. On est immédiatement mis au courant. Mais ce qui est magnifique, c'est la façon dont il marche. Moi c'est très curieux parce que quand j'ai écrit mon livre, vraiment, pas du tout rationnellement, intuitivement, j'ai dit ça me fait penser à un quatuor à cordes. La façon dont les deux frères arrivent, dont le troisième arrive, dont le quatrième arrive, la façon dont ils marchent, leur dégaine,
Alors l'échange de dialogue est quelque chose de très musical. Et du coup, la recordiste, là, alors les gens disent oui, le plan fait 4 minutes 23, c'est plus long que... Bon, c'est bien, mais c'est pas très intéressant s'il n'y avait que ça. Et chez Fuller, ce qui est dit et ce que les gens se disent, et la façon dont la dramaturgie avance, est intéressante. Et ce qui compte pour lui, c'est pas du tout, comme on l'a pu le dire, le forcené, une idée par plan, la caméra qui vole dans tous les coins, etc. Alors on a un exemple parfait d'un plan très long, très difficile à mettre en place, mais où les performances d'acteurs, plus la qualité de dialogue, la façon dont il marche, il y a quelque chose de très émouvant même, pour ceux qui l'ont peut-être perçu, mais en tout cas quand on connaît bien le film, on y prête attention. Dean Jagger, qui est le shérif assez louche, là, qui est le 4e qui arrive, qui est un peu plus âgé que les 3 autres, au fur et à mesure qu'ils avancent dans le travelling, s'essouffle un peu. Et Fuller disait que dans les plans longs, ce qu'il adorait, c'était ça. Et tout à coup, j'aime bien que les voix d'échange des gens changent, qu'elles ne soient pas la même au début du plan qu'à la fin, que tout à coup, il y a du danger. Et là, c'est typique. Le shérif a du mal à tenir la route au niveau respiratoire. Ça se sent. Je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais c'est net. Alors là, j'ai un autre, c'est un de ses films les plus célèbres. C'est celui qui avait donné lieu dans les cahiers à un article de Luc Moulet, qui était le grand fullérien. Il avait été ébloui par ce film, qui s'appelle Le Jugement des Flèches. Donc, pour aller très vite, parce que ça c'est important pour ce plan, Run of the Arrow, Le Jugement des Flèches, c'est l'histoire d'un sudiste qui, à la défaite du Sud et des États-Unis, le Nord, est absolument dévoré de haine et décide de quitter l'endroit où il est, abandonner ses amis, son village, sa mère, ne veut pas devenir un membre des États-Unis et décide d'aller rejoindre les Indiens en disant « je veux devenir un Sioux ». Voilà. Donc tout le film va être l'histoire de ce type qui, par haine du Nord, des Nordistes, des Yankees, rejoint le territoire des Sioux et voudrait s'intégrer à eux et finalement s'aperçoit que ce n'est pas si facile de devenir un Indien, quoi, que quelque chose subsiste du fait qu'il était, qu'il venait d'ailleurs. Et au cours du film, il rencontre un officier nordiste. Donc pour lui, c'est l'inconnu, c'est de la haine, son ennemi, dont il se rend compte au fur et à mesure que c'est peut-être pas le Yankee détestable qu'il a en tête. Alors là, c'est le contraire de ce qui se passe dans Vortigern. On a un plan très long. On apprend beaucoup de choses sur les États-Unis, qui est fixe. Et Fuller dit parfois, quand mes acteurs disent des choses intéressantes que j'ai écrites, je peux mettre la caméra et rester 4 minutes devant eux. Je n'ai pas besoin de faire les pieds au mur. Donc là, on a un plan qui est un peu le contraire de celui qui précède. Et vous allez voir, qui est un plan très, très beau, très émouvant en plus. Horses. How's the boy, all right? He's fine, fine. About the sergeant, sir. I'd like to say something about that, sir. I'm sorry I didn't. I guess there's just some things I don't quite understand. Yankees are human. You're not the only Johnny Reb fighting a one-man war against the United States, you know. Some of them went down to South America. I know, sir. Why didn't you? I don't know. I guess because I just consider this country not being part of the United States. Not now. But it will be pretty soon. What was your outfit? 6th Virginia? 6th Virginia Infantry, Infantry. Well, I guess I don't have to tell you how to fight a war. But it's why there's fighting. That's what's important. Think we were wrong? Well, blood and kin and home are worth fighting for, sure. But no man can put that above his country. You don't understand, sir. Wait a minute. We had a right to fight for our rights. Well, Lincoln had to keep the Union together. No, Union be damned. Union be damned now. There's something you others don't understand. We don't like it. We don't like you making up laws. We don't like it, do you hear? We never liked it. Telling us what to do, how to think, what to think, who to live with. No, sir. We don't like it and we'll fight it. We may go down fighting, but at least we go down like a free white Christian country.
Free, white, and Christian, huh? Burning crosses and hiding under pillowcases and terrorizing families. Free, white, and Christian. I don't know anything about that, sir. Oh, yeah, it's always the other fella. Captain, I'd like you to understand something. No matter what you believe, no matter how you believe in it, no matter how good you may think it is for everybody else, you'll never make the South accept it by jamming it down their throats. Nobody's asking you to be a 4th of July patriot. But look, coming out here, living like an Indian, fighting your own people, that's not going to cure you. Cure me of what? Hate. Plain hate. You ever hear that old story about Philip Nolan? No, sir, I never did. Well, Philip Nolan was an officer in the American Army back in 1807, something like that. Anyway, got himself mixed up with Aaron Burr. You know Burr, the traitor? Yeah, I know Burr, sir. We happen to read books in the South. All right. Anyway, he was like you. Hated all the Americans. Some reason or other, so one day he up and said, "Damn the United States. I wish I may never hear of the United States again." And he got his wish. They hang him? No, it was worse. They kept him alive on an American ship. 55 years. 55 years. He was known as the man without a country. He never saw his country again. Died at sea. What do you think of that? I don't know, sir. I'm a Reb. And I'll die a Reb, even if the North considers Lee's surrender the death of the South. Let's get one thing straight. Lee's surrender was not the death of the South. It was the birth of the United States. Bon, peu de choses à ajouter, hein. Donc, vous voyez, un plan fixe, la caméra devant, deux acteurs magnifiques et des dialogues passionnants qui résument le film. Par exemple, c'est très écrit la façon dont Rod Steiger psalmodie, répète la We don't like it, n'aimons pas ça, chez les nordistes. Bon, il y a un caractère musical très marqué dans la scansion, quoi. Mais quand on voit 40 Guns, quand on voit ce film, des acteurs comme ça, on comprend que les gens des cahiers, enfin, c'est de la génération précédente, de la nouvelle vague, étaient fous de cinéma américain et surtout des acteurs américains. Il y avait l'impression qu'en France, ils ne trouvaient pas cette gestuelle, cette façon de pouvoir faire 6 choses à la fois, vider une tasse de café, etc. Donc, ils étaient assez négatifs souvent sur des acteurs français, parfois injustement, comme Gérard Philippe ou autres, et ils préféraient de loin pas Richard Widmark ou James Stewart ou Cary Grant. Mais il y a quelque chose effectivement du cinéma américain de ces années-là où c'est ce que font les acteurs, bien dirigés ou bien laissés à eux-mêmes, mais bien laissés à eux-mêmes, étaient assez peu égalés. Voilà, donc Fuller raconte que la fameuse réplique, quand le nordiste dit à l'autre, ah oui, un pays blanc, chrétien, etc., oui, et qui fait une allusion au Ku Klux Klan, là, brûler des croix et terroriser des familles, et que l'autre lui dit, je vois pas de quoi vous parlez, le sudiste, et que l'officier nordiste lui dit, c'est toujours l'autre. Cette réplique, paraît-il, avait beaucoup marqué le public aux États-Unis. Ah oui, le racisme et tout ça, c'est toujours l'autre. Quelqu'un... oui. Bon, donc, il passait comme très souvent, des femmes se battent ou des femmes sont battues dans ces films. Et puis le côté primaire, il a traîné longtemps une réputation aussi de macho, misogyne, de baroudeur, ce qu'il est absolument pas. Et il y a au contraire chez Fuller, dans tous ses films, des personnages féminins extrêmement positivés, compliqués bien sûr,
qui viennent parfois de loin, de la rue, etc. Mais le parcours est toujours valorisant. Et en particulier, une délicatesse. Alors là, quand on emploie le mot délicatesse avec Fuller, maintenant c'est quasiment acquis. Mais à un moment, c'était presque ridicule d'oser dire ça, une finesse, une délicatesse chez Fuller, et quelque chose d'absolument fin et nuancé. Donc là, il s'agit d'un film qui est le Crimson Kimono. C'est le 5. Ah oui. C'est donc un film de lui très peu connu, qui est un de ceux que je préfère, mais je crois qu'il existe en DVD, ou qu'il a existé en DVD sous le titre Le Kimono pourpre, The Crimson Kimono. Et donc c'est une histoire policière. Bon, Fuller, c'est réparti dans 3 genres, hein. Le film policier, le film de guerre et le western. Et celui-là, c'est un film très étrange. C'est une histoire de policière où 2 enquêteurs recherchent l'assassin d'une stripteaseuse. L'un est un Américain de souche, entre guillemets, comme on dit, et l'autre est un Isai. Un Isai, c'est un Américano-japonais. Fuller s'est beaucoup intéressé aux Américano-japonais, et en particulier au sort qu'ils ont subi pendant la guerre, parce que dès que l'Amérique est rentrée en guerre contre le Japon, après Pearl Harbor, ils ont été considérés comme une 5e colonne possible, etc., donc Parquet et autres. Et Fuller a toujours dénoncé ça. Donc là, on a 2 amis qui tombent amoureux de la même femme, et il se trouve que finalement, la femme, c'est pas ce qu'on voit là, ça va être ensuite le contraire, choisit le Nisai. Et Fuller, très lucide également, absolument antiraciste, dit, c'est pas comme dans le film de Griffith, Les 2 orphelines, dans Le Lys brisé, où tout à coup il y a un méchant américain blanc, et puis il y a un très gentil chinois qui sauve la fille qui est brimée, et donc on ne peut qu'être du côté du chinois. Il dit non, là il y a rien. Les 2 sont égaux, ils n'ont pas de tare ni de vice. Elle choisit simplement le Nisai parce que c'est lui qu'elle aime finalement. Voilà, c'est pas parce que l'autre est méchant, ou parce qu'il est idiot, ou parce qu'il est raciste, etc. Et d'ailleurs, au début du film, il y a une fausse piste, on a un peu l'impression que c'est entre l'Américain pur, entre guillemets, si j'ose dire, et cette fille que ça va se passer. Et donc là, les enquêteurs retrouvent une fille qui a fait le portrait de cette stripteaseuse, et il lui apprend qu'elle a été assassinée. Et il y a une actrice, Victoria Shaw, que je trouve absolument magnifique, qui a fait très peu de choses après. Et l'acteur est lui-même très bien, Glenn Corbett. I asked for the artist that made this painting. Oh, it reproduced surprisingly well, didn't it? You're Chris? Mm-hmm. Christine? Christine Downs. Are you interested in sitting for me? Why, you look disappointed. Well, not in you, Miss Downs, but I was hoping Chris would be a man. Oh, are you allergic to women artists? Well, I'm not here to sit for a portrait, not right now, anyway. Then you'll excuse me. I'm here on police business. Detective Sergeant Bancroft. What kind of business? Sugar Torch. What's that? Well, haven't you seen today's headlines? This one either? Didn't pay particular attention. Why? Well, the woman you painted was Sugar the Stripper. She was shot and killed last night on Main Street. You see, someone put a bullet through your painting and another one through her neck. Hey, are you all right? Can I get you some water? No, thank you. Well, you see, Miss Downs, your painting was hanging in her dressing room in a burlesque house. So far, it's the only lead we have to go on. Oh, that poor woman. Horrible. And you liked her? Yes. Well, where did you meet her? Oh, right here. A few weeks ago, we held a Japanese art exhibit. Well, Miss Trent liked my work, and Mr. Hansel commissioned me. Do you know Hansel's first name? No. He paid me $75. It's the very first time I'd ever been. Do you know where he lives or what kind of work he does? No. He impressed me with his knowledge of Oriental customs. Mm-hmm. How old is he? Can you describe him for me? Well, he's in his mid-30s. Brown hair and
Yes, brown eyes. Now, where did you paint her? In her apartment. Well, he was there every time. Hansel, you mean? Mm-hmm. He arranged the kimono, the obi, the wig. Why would anyone want to kill her? She was always so kind, so cooperative. Well, once we find this Hansel character, maybe all the pieces will fit. I wonder if you'd do a big favor for me. You think you could make a sketch of him? You mean Hansel? Yeah, Hansel. Mm-hmm. Right now? I sure do. All right. Miss Downs. Did either of them mention a man called Shudo? No. Get you nervous watching? Well, it's just that Look, a lot of citizens cave in at the last minute when they think their identification might send somebody at the gas chamber. That's what's bothering me. You know, you used a lot of little strokes on that kimono painting instead of mixing them up on the palette. An art critic? No, I'm just repeating what a friend told me. She called your work total youthful vibration. Is she an artist? Yeah. Mac's an artist. You know, I like the way you look in that smock. I wish I could have heard that under different circumstances. You, suppose when you're finished with that sketch that I could have a little more of your time? You don't look like a cop. Well, now that word doesn't fit those full lips of yours. Well, you see, we don't like being called cops. Like girls don't like being called broads. I'm sorry. Oh, that's all right. May I ask what you want of me? Strictly police business. On the level. Bon, voilà, c'est inutile d'insister, c'est une scène d'une grâce, d'une fluidité, d'une subtilité très grande, avec deux acteurs, et surtout, elle avait, les deux, mais elle est formidable. Alors, ce qui est deux points rapidement avant de parler un peu, si on a encore le temps. D'abord, le cadrage. Je ne parle pas de la fluidité, le chant contre chant, la délicatesse des regards, etc. Mais on a l'impression qu'elle ne décide pas c'est toujours cette question du tiers. Hein. C'est comme Widmark dans la scène. On peut avoir l'impression, quelqu'un qui débarquerait dans la scène pourrait avoir l'impression qu'elle est en train de le dessiner lui, à cause des chants contre chants, alors qu'elle dessine un tiers. Et puis le trouble s'installe, le charme, la séduction, bon, la tentative du policier. Et c'est presque vérifié à la fin parce qu'on apprend ensuite que le portrait robot, avec le tableau qu'elle a fait du soi-disant assassin, mais qui n'en est pas un d'ailleurs, ne lui ressemble pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette idée que tout en faisant le portrait d'un tiers, qui est peut-être le suspect, les champs contre champs donnent l'impression que c'est lui qu'elle est en train de dessiner, n'est pas tout à fait non plus sans résultat sur le portrait qu'elle est en train de faire. Donc il y a des choses d'une finesse et d'un sens de la nuance, et ce cinéaste qui a longtemps été vu comme une sorte de cinéaste à gros traits en blanc et noir, qui est très surprenant. Donc, j'insiste beaucoup sur ce film que je trouve très beau et qui est très peu connu. Hein. Bien qu'il soit sorti en DVD, il est absolument... Enfin, il n'est jamais cité dans la filmographie de Fuller. Voilà, donc je ne sais pas si je me suis beaucoup... J'ai été trop long, si on peut un petit peu parler encore. C'est possible, non? Je veux bien avoir vos impressions, vos questions.
Non, à titre de curiosité, qui a vu ces films? Bon, à part quelques... Qui les a tous vus? Vous les avez tous vus? On a fait une rétro en janvier. On n'a pas fait l'intégrale, mais on les a montrés. Oui, quand la même. rétrospective de la cinémathèque. Oui, d'accord, je comprends mieux. Et pardon, du coup, je rebondis parce que c'est le plan de jugement des flèches. Oui. En fait, me fait penser à un autre plan dans Crimson Kimono. C'est quand le Nisai et la jeune femme finalement découvrent qu'il y a quelque chose entre eux. Vous vous rappelez, c'est le plan fixe où il y a le piano au premier plan. Cette scène, elle est extraordinaire. Oui. Et je trouve que, là, du coup, ça m'a frappé en voyant du coup là cette scène du jugement des flèches où le plan est fixe et effectivement et la caméra se rapproche des deux, mais elle se rapproche comme en étant à l'écoute. C'est-à-dire, comme elle vient se rapprocher. Dans le plan de Crimson Kimono que j'évoque là, en fait, c'est la caméra qui va les rapprocher tous les deux, alors qu'ils essayent, lui, le Nisai, essaye de fuir finalement les sentiments qu'il a pour cette femme vis-à-vis de l'amitié pour son ami. Et en fait, c'est la caméra, comme si c'était Fuller lui-même derrière, qui par la caméra les amenait à se rapprocher malgré eux, malgré lui quelque part. Alors que dans le jugement des flèches, la caméra accompagne quelque chose qui est plus naturel puisque les deux personnages, c'est des plans qui sont extrêmement similaires, mais finalement qui ne disent pas la même chose. Tout à fait. Bon, j'insiste beaucoup sur la scène, l'autre scène, alors la vraie grande scène d'amour avec le Nisai, qui est saisissante, et où effectivement la caméra, on a l'impression qu'elle en sait déjà plus que sur leur attirance réciproque naissante. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais enfin, pour un grossier personnage macho, avoir comme dialogue, je n'aime pas beaucoup qu'on nous appelle cop, pas plus que vous n'aimeriez qu'on vous traite de poule. Bon, c'est pas exactement quelque chose qui viendrait de ce dont on a affublé Fuller pendant très longtemps. Mais les deux scènes, oui. Il y a un statut de la caméra qui lui-même change. Non seulement les acteurs changent de position, de sentiments les uns par rapport aux autres, mais la caméra change elle-même de statut par rapport à eux. Mais dans la scène de l'amour de Crimson Kimono, ça c'est patent, quoi. Que le Nisai se refuse à avouer son amour à la fille, qui pourtant lui demande carrément, tout simplement parce que d'une part il est Nisai, et d'autre part il est l'ami intime de l'autre qui lui a dit qu'elle lui plaisait, et il ne veut pas à la fois trahir son ami, et puis au fond de lui, il se dit je suis quand même un américano-japonais, est-ce qu'au fond, c'est d'une subtilité très grande et qui est passée inaperçue pendant des décennies. Peut-être du coup, je sais pas, enfin si quelqu'un veut parler, mais pour revenir sur Pick Up on South Street, ce qui est amusant, en fait, effectivement, vous rappeliez que donc le film en France a été exploité sous le titre Le port de la drogue, avec donc une histoire remaniée dans la version doublée, et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'aux États-Unis, à l'inverse, vu que Richard Widmark refuse de collaborer avec le FBI dans un premier temps, je crois que le film avait été taxé comme film anti-américain et que du coup Fuller avait été aussi, c'est-à-dire il était traité d'anticommuniste en France et en Europe, et aux États-Unis il était traité comme d'activité anti-américaine à l'opposé. Bien sûr, parce qu'il n'y a qu'en France que cette chose, enfin, malheureux Dieu ait son âme, mais Georges Sadoul, l'avait pris en grippe, quoi. Donc, mais il n'y a qu'en France que cette folie a eu lieu, c'est-à-dire il n'y a pas de troisième voie. Si on n'était pas communiste, on ne pouvait pas être démocrate, socialiste, etc. En pleine guerre froide, on ne pouvait être que fasciste. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et même, comme vous le dites, quelquefois, il était traité, lui, de sympathie communiste ou de sentiment antipatriotique, puisqu'à un moment, les gens du FBI le retrouvent sa trace, le convoquent,
Et lui dit mais non, j'ai rien volé, parce que lui, il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est les petits larcins. Et le type lui dit mais attendez, vous savez que si vous nous dites la nature de ce que vous avez pris, c'est très grave, la patrie est en jeu, etc. Et Richard Widmark, avec son sourire inimitable, lui dit oh, c'est pas la peine d'agiter le drapeau devant mes yeux, hein, quoi. Donc ça a été très très attaqué. De la même façon, dans des films sur la guerre de Corée, on voit un soldat américain abattre un prisonnier, ce qui contrevient aux conventions de la guerre, etc. Et Fuller très attaqué. Donc aux États-Unis, c'était pas tout à fait le contraire. Mais il n'y a eu aucun rapport entre la façon dont il a été perçu aux États-Unis et la façon dont il a été perçu en France, et uniquement en France. En France, c'était la phrase de Sartre, tout anticommuniste est un chien. Un point, c'est tout. Ah, terminé. Il n'y a pas d'autre issue. En plus, Fuller était tellement indépendant, farouchement, il avait fait la guerre, etc., donc il n'avait plus rien à prouver sur son côté patriotique au bon sens du terme, là, qu'à aucun moment, il connaissait des gens de gauche, de droite, et au moment du macartisme, à aucun moment, quelqu'un a eu l'idée de lui demander de vendre. Il était ami de Dalton Trumbo, ami de Richard Brooks, des gens de gauche, etc. Donc il n'a absolument rien fait pour la commission des activités anti-américaines. Il n'a même pas fait partie des témoins amicaux comme de très grands cinéastes ont été. Léo McCarré, là, qui est rétrospective à la Cinémathèque en ce moment, qui est un immense cinéaste. Il y avait un hommage à lui à Locarno. Il y a un bouquin Capricci qui vient de sortir. A fait partie, pas de ceux qui donnaient comme Kazan, mais entre guillemets les témoins amicaux. Voilà. Fuller, à aucun moment. Mais effectivement, il a été souvent taxé de sympathie un peu, ou de montrer des aspects de l'armée ou de la nation qui n'étaient pas... À un moment, dans un des films justement sur la guerre de Corée, il y a un prisonnier communiste, celui qui sera d'ailleurs abattu, qui explique d'une part à un soldat noir et à un moment à un soldat Nisai, qui est dans l'armée américaine, lui dit mais comment vous êtes fou, vous travaillez avec les Américains, mais ils vous méprisent, le Ku Klux Klan, le racisme, etc. Et puis ils vous ont parqué pendant la deuxième guerre mondiale parce que vous n'étiez pas des Américains purs. Donc, effectivement, Fuller écrit ça. Donc, quand les gens voient les militaires ou les gens très nationalistes voient ça, trouvent qu'il n'est pas très bien, pas très orthodoxe. Donc, il a été un peu attaqué sur tous les bords.